Quand on pense au futur de l'aviation, on a tout de suite en tête des images de laser, d'intelligence artificielle, bref, de la haute technologie. Mais et si la clé d'une des plus grandes innovations récentes venait en fait d'une technique vieille de plusieurs milliers d'années? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment ce mariage complètement surprenant entre un art ancien et la science des matériaux de pointe est en train de forger des avions plus légers, plus rapides et beaucoup plus efficaces. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir la pression incroyable qu'il y a dans ce secteur pour atteindre la perfection. Ensuite, on plongera au cœur de la précision, c'est la base de tout. Ça nous amènera tout droit à la quête de moteurs plus légers, et la solution est assez inattendue. Un art ancien complètement réinventé. Et pour finir, on verra comment tout ça s'assemble pour forger, littéralement, l'aviation de demain. Alors pour bien comprendre, il faut s'imaginer l'intérieur d'un réacteur. On parle d'un environnement où la température peut grimper jusqu'à 2000 degrés Celsius. C'est le double de la température de la lave en fusion. Là-dedans, chaque pièce, la moindre petite pièce subit des contraintes absolument folles. La précision, ce n'est pas juste un bonus, c'est une question de survie. On parle d'une précision au micron près. Autant dire que pour les fabricants, l'enjeu est colossal. Et cette course à la perfection, elle n'arrive pas de nulle part. Elle est poussée par deux énormes défis, l'efficacité énergétique et bien sûr l'impact sur l'environnement. Avec le prix du kérosène qui flambe et des normes écologiques de plus en plus sévères, chaque gramme compte. Je veux dire, chaque gramme gagné, c'est moins de carburant consommé et donc une empreinte carbone plus faible. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'alléger les moteurs, c'est devenu l'obsession numéro 1 du secteur. Alors pour y arriver, pour alléger ces moteurs, tout part d'une base essentielle, un fondement, la précision. Une précision absolue. C'est vraiment le socle de toute l'aérospatiale moderne. Et le grand champion de cette précision, c'est l'usinage à commande numérique, ce qu'on appelle le CNC. En gros, c'est une technologie robotisée qui va sculpter le métal avec une exactitude dingue, de l'ordre du micron. C'est absolument crucial pour des pièces critiques comme les turbines du moteur ou les trains d'atterrissage. Le CNC, c'est la garantie d'une qualité parfaite et d'une fiabilité à toute épreuve. Et quand des vies humaines sont en jeu, c'est tout simplement non négociable. Ok, la précision, c'est une chose, c'est la base. Mais ça ne suffit pas. Pour vraiment alléger ces moteurs, il fallait une révolution. Une révolution dans les matériaux. Et c'est là que l'histoire devient passionnante. Et le héros de cette révolution, le voilà. C'est à l'heure de rien, c'est une simple aube de turbine. Mais elle est faite en aluminium de titane. Ce nom un peu barbare cache un matériau qui est sur le point de tout changer, de redéfinir la conception même des moteurs. C'est lui la clé pour avoir des réacteurs beaucoup plus légers et plus performants. Alors, si on regarde les chiffres, c'est assez parlant. D'un côté, on a l'alliage de nickel classique. De l'autre, notre nouveau venu, l'aluminium de titane. Regardez le poids. On passe de 8,2 à 4,2. C'est presque 2 fois plus léger. En plus, il résiste beaucoup mieux à la chaleur. Le top, quoi. Sauf que, il y a un mais, et un gros. Il est hyper difficile à travailler, à couler, et son coût de fabrication est exorbitant. Et voilà, tout le défi technique est là. 50%, c'est vraiment le chiffre à retenir. 50% plus léger. Ce n'est pas anodin, parce qu'une réduction de poids pareille, sur des centaines de pales dans un seul moteur, ça crée un effet domino incroyable. Des pales plus légères, ça veut dire un disque de fixation plus léger, qui lui-même demande des roulements plus légers, et au final, c'est toute la structure du moteur qui s'allège. C'est une véritable réaction en chaîne, mais une réaction en chaîne positive. Bon, la question est, comment on fait pour travailler ce matériau du futur qui est si capricieux? Comment on arrive à le mouler? Eh bien, la réponse, elle est complètement inattendue. Pour ça, les ingénieurs sont allés chercher une technique qui a 6000 ans. Oui, 6000 ans. La méthode de la cire perdue. C'est un procédé qui nous vient tout droit de l'Antiquité, on l'utilisait pour faire des statues en bronze. C'est d'une ingéniosité folle. Pour faire simple, voilà comment ça marche. D'abord, on crée un modèle parfait de la pièce, mais en cire. Ensuite, on recouvre ce modèle en cire d'une coque en céramique. Une fois que cette coque est bien dure, on chauffe le tout, et la cire fond et s'écoule. C'est pour ça qu'on l'appelle la cire perdue. Ce qui reste, c'est un moule en céramique, parfaitement creux, avec l'empreinte exacte de la pièce. Il n'y a plus qu'à couler le métal en fusion dedans. Bien sûr, pour une production industrielle, on ne va pas faire les pièces une par une, ce serait beaucoup trop long. L'astuce, c'est de prendre le modèle en cire de notre hob et d'en assembler plein sur une tige centrale. Ça forme une espèce d'arbre ou de grappe, comme on le voit ici. C'est grâce à ça qu'on peut passer à une production de masse. Et c'est indispensable quand on sait qu'il faut des centaines de pales comme ça pour un seul moteur. Après ça, notre arbre en cire va prendre des bains. On le plonge encore et encore dans de la céramique liquide. C'est un peu le même principe que quand on fabrique une bougie en trempant la mèche dans la cire. Chaque bain ajoute une nouvelle couche et petit à petit, une coque en céramique très solide et super résistante à la chaleur se forme tout autour. Cette carapace, c'est elle qui va devenir notre moule final.
Et là, on arrive au moment clé. On met le tout dans un four. La cire à l'intérieur fond, elle s'écoule et elle disparaît. Elle est perdue, d'où le nom de la méthode évidemment. Ce qui reste, c'est cette coque en céramique avec une empreinte creuse parfaite. C'est dans ce vide qu'on va venir couler l'aluminium de titane en fusion. On laisse refroidir, on casse la coque en céramique, et voilà, on a notre grappe de pièces en métal. Là, on est en droit de se demander, ok, le procédé a 6000 ans. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de l'utiliser avec ce nouveau matériau? En fait, les défis sont énormes. Il y en a 3 principaux. Premier problème, quand il est liquide, l'aluminium de titane est hyper réactif. Pensez à un acide très puissant. Il attaque, il ronge le moule en céramique et ça crée des impuretés dans la pièce finale. Pas bon du tout. Deuxième souci, son point de fusion est super élevé, plus de 1500 degrés. Il faut donc des fours très spéciaux qui chauffent ultra vite et sous vide. Et enfin, troisième difficulté, une fois fondu, ce métal n'est pas très fluide. Il est un peu visqueux comme du miel et il a du mal à aller se nicher dans les formes très fines et complexes des aubes. Alors face à tous ces obstacles, comment les ingénieurs ont-ils fait? Comment ont-ils réussi à surmonter ces défis pour justement forger l'avenir? La clé, ça a été un vrai changement de mentalité. Il a fallu passer de ce qu'on appelait le moulage gras au moulage de forme nette. Avant, la méthode, c'était de couler une pièce un peu grossière, un peu trop grande, et ensuite de passer des heures et des heures à la retravailler, à l'usiner, pour obtenir la forme finale. Aujourd'hui, l'objectif, c'est l'inverse. On veut que la pièce qui sort du moule soit déjà quasi parfaite, qu'elle soit le plus proche possible de sa forme finale. Comme ça, on réduit l'usinage, qui est très très difficile sur ce matériau, au strict minimum. Et c'est ça la clé pour que le processus soit rentable à grande échelle. Et le résultat de ce nexus, de ce point de rencontre improbable, le voilà. La nouvelle génération d'avions. Des avions construits grâce à un matériau du futur et une technique du passé. Ce mariage incroyable entre l'innovation et la tradition, ça ne change pas juste la façon de faire une pièce de moteur, ça redéfinit complètement les limites de ce qui est possible dans le ciel. Et ça nous laisse avec une pensée assez fascinante, non? Combien d'autres secrets, combien d'autres techniques anciennes dorment quelque part, attendant juste qu'on les redécouvre pour résoudre les grands défis de demain?